Chers auditeurs, bonjour. Marie-France Guimaroche est toujours derrière son petit micro rouge dans les studios d'Eurocast de Radio Grand Ciel pour une nouvelle émission de l'Écho de ma commune, soutenue par le Conseil départemental d'Eure-et-Loir et consacrée aux législatives qui arrivent à grands pas. Je reçois dans nos studios aujourd'hui Madame Nadia Favry pour une deuxième émission concernant particulièrement son engagement pour cette candidature qu'elle fait dans la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir pour le Parti socialiste. Nadia Favry, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios. Nous allons parler aujourd'hui plus particulièrement donc de votre engagement politique et de votre engagement pour cette candidature qui suit une élection présidentielle qui n'a pas été facile pour tous les partis d'ailleurs, pour beaucoup de partis. Et je voudrais que vous me donniez d'abord votre sentiment sur les primaires. Alors les primaires, on va dire qu'en 2012, ça a permis à François Hollande d'être le président. Donc pour cette fois-ci, ça nous a plutôt bien servi. Là, les primaires dans les deux camps des grands partis ont révélé ses failles. Et je pense qu'on est guéri de ces primaires. Vous pensez qu'il n'y en aura plus? J'en suis certaine. J'en suis certaine. Elles ont montré leurs limites, c'est-à-dire que en ouvrant le vote, mais de la même façon qu'en 2011, le vote était ouvert à tous. Finalement, chacun... Finalement, c'était peut-être une présidentielle avant la lettre. Et c'est ça qu'il faut se le jouer, à votre avis. Si les électeurs des uns votent pour les autres, ou ne votent pas, ou ça trouble un petit peu le jeu politique. C'est-à-dire que des deux côtés, des électeurs ont été votés pour un parti qui ne les concernait pas. Donc ça fausse de façon marginale, malgré tout, le résultat. Maintenant, nous, les primaires ont été tardives puisque elles ont eu lieu en janvier, ce qui est très court après pour faire une campagne. Je pense que on ne reprendra pas à faire une primaire. En fait, ce qui est un petit peu, je dirais pas étrange, mais curieux, c'est que les deux gagnants des primaires n'étaient pas à droite comme à gauche au deuxième tour de la présidentielle. Voilà, c'est ce qui confirme, je pense, qu'on n'aura pas de primaire aux prochaines élections. Alors, pour ce qui concerne tout particulièrement le Parti socialiste, puisque vous êtes la représentante de ce parti, ne pensez-vous pas que le fait que Benoît Hamon ait été considéré par ses proches, enfin ses électeurs et les membres du Parti socialiste comme un frondeur, qui se soit affirmé dans la fronde, ça ne l'a pas desservi d'une certaine manière et ça expliquerait peut-être les 6,36% qu'il a fait au présidentiel. Il y a plusieurs explications à cette défaite. Pour une partie des adhérents du Parti socialiste, il représentait effectivement celui qui a empêché le gouvernement à un moment donné de mener la politique qu'il souhaitait. Pour d'autres, il représentait la nouveauté, mais au vu des résultats, c'était pas forcément ce qu'attendaient les Français. Il faisait de la politique depuis très longtemps, finalement. Ah oui, c'est un élu de longue date. C'est une personne engagée. Son projet était intéressant sur le fond puisqu'il a vraiment mis en avant l'écologie et puis une idée qui était sans doute trop novice, qui n'était pas peut-être destinée à être présenté maintenant. En tout cas, c'était un projet de longue date donc sur le revenu universel. Mais est-ce que c'était bien réaliste finalement? Alors, il y a des expériences qui ont été menées dans plusieurs pays, dans les pays du Nord, la Finlande, les Pays-Bas, et également le font de manière expérimentale à un niveau local. Et c'était peut-être aussi d'une certaine façon mal expliqué parce que au départ c'était pour tout le monde et puis ensuite pour une certaine catégorie. C'est assez difficile à expliquer et... Alors le revenu universel, donc comme je l'expliquais, c'est est en expérimentation dans plusieurs pays. Il a été également c'est quoi le revenu universel? Expérimenté au Canada. Je reviens sur votre question qui était est-ce que c'était envisageable, est-ce qu'il n'a pas tâtonné? Effectivement,
c'est ce qui a été préjudiciable, je pense, à la présentation du revenu universel, c'est que ça n'ait pas été davantage cadré, davantage préparé, et ça n'a peut-être pas semblé très clair aux gens qui l'écoutaient, parce que c'était vraiment une idée nouvelle pour la majorité des Français, et que donc voilà, je pense que ça n'a pas été expliqué de façon totalement claire. Après, qu'est-ce que c'est ? Le revenu universel, c'est donner la possibilité à chacun, avec un revenu qu'on lui donne de façon forfaitaire. Ça avait été chiffré ? Oui, donc peut-être de façon un petit peu élevée. Donc c'était 1,9 fois le SMIC, ce qui correspondait à 2800 € par personne. Donc ça, c'est pas la somme qui était versée, mais en tout cas, c'était la somme qui était estimée pour pouvoir vivre. Donc ce revenu universel, vous dites 2800 € par personne en brut. Alors, on estimait qu'il fallait pour que quelqu'un vive correctement, enfin ce revenu-là. Ensuite, l'idée du revenu, c'était de verser une somme, donc minimum pour vivre, qui était d'environ 750 €. C'est ce qu'on appelle le revenu minimum. C'est ça. Donc, qui aurait été versé servi à tout le monde. C'est ça. Dans la mesure de leurs besoins, évidemment, pour compléter ce qui était prévu. Alors c'était une somme, voilà, qui était versée à tous, que ce soit l'étudiant, que ce soit la personne qui n'a pas de travail et qui n'a pas droit au chômage, par exemple. Ça pouvait être. Ça ne remplaçait pas le chômage. Soit quelqu'un a le chômage et dans ce cas-là, suivant le montant du chômage, il peut compléter avec le revenu universel. Voilà. Mais ce qui me semblait intéressant dans le projet, c'était surtout pour les jeunes. Parce que aujourd'hui, le système qui existe, c'est le système de bourse, qui peut aider les familles à ce que les jeunes fassent leurs études. Or, si le jeune ne s'entend pas avec sa famille, la famille ne finance pas les études, il est bloqué. Les bourses aident les familles qui ont des difficultés, les familles dans le besoin. Est-ce que les bourses sont versées directement aux étudiants ou bien c'est versé à la famille ? Comment ça se passe, ça ? Tout dépend s'il y a une école, s'il y a... Alors, si on parle des études supérieures, si l'école est payante, il y a une partie qui va aller directement pour le paiement de l'école et la différence à l'étudiant. Mais il est bien évident qu'à Paris, il y a aussi le problème des logements, enfin particulièrement à Paris, mais aussi dans les grandes villes de France d'ailleurs, où il y a des universités, et pour les étudiants qui doivent se loger, ça doit être très difficile. Tout à fait. Et ce que je voulais dire, c'était que c'était pas seulement pour les familles en difficulté. Quand vous avez des parents qui ont un salaire chacun, on n'a pas droit aux bourses. Mais en même temps, il faut bien financer les études. C'est très compliqué pour les parents. Donc après, il peut y avoir des parents qui font les choix de ne pas payer ces études parce que ils n'en ont pas les moyens, malgré tout. Le fait de donner une somme qui correspondrait à ce qu'on appelle aujourd'hui les bourses, mais qui serait une allocation d'études, permettrait à tous les jeunes qui le souhaitent de poursuivre leurs études. Et là, le projet est différent. C'est pas je fais des études en fonction de ce que mes parents peuvent me donner. Alors on va dire pourquoi ils pourraient pas travailler un petit peu à côté, etc. Est-ce qu'on sait ce que ça représente, l'investissement d'un étudiant dans ses études? Est-ce que il n'a pas besoin de tout son temps pour l'étude, pour le travail, etc. Est-ce que là justement c'est pas une injustice sociale de dire que ceux qui n'ont pas assez d'argent n'ont qu'à travailler pour s'offrir leurs études? On sait très bien que travailler en même temps que ses études, ça permet pas une réussite quand même. Bien sûr, j'ai connu très proche de moi d'ailleurs, c'était mon frère, l'aîné de mes frères, qui a fait médecine et qui, pour payer ses études, travaillait la nuit aux halles. C'était pas l'idéal, c'est sûr. C'est certain, c'est très compliqué. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais alors, ça a été effectivement mal compris, puisque si ça avait été compris, je suppose que M. Hamon aurait eu davantage d'électeurs.
Il n'y a pas que ça. Je pense que globalement, son projet n'a pas séduit. Il a fait peut-être aussi l'impasse sur un projet économique peut-être plus dense. En tout cas, les Français ne s'y sont pas retrouvés. Et alors pour, j'allais dire recomposer, mais pour faire renaître le Parti socialiste, est-ce que vous voyez un homme ou une femme providentielle? Alors Benoît Hamon disait « Je ne suis pas l'homme providentiel. Moi-même, je ne reconnais pas l'homme providentiel. » Mais est-ce qu'il en existe un ou une? Je ne sais pas parce que je ne le cherche pas. Pour moi, on doit aller vers une démocratie participative, c'est-à-dire aller plutôt vers l'implication des citoyens dans la vie politique plutôt que de chercher un homme qui porte tout sur ses épaules. Parce que dès le début de son élection, il va décevoir. Parce que tout porte sur ses épaules et donc... Et son gouvernement. Toutes les promesses qu'il engage, voilà, on va faire porter les échecs uniquement sur ses épaules. Et ça peut pas marcher comme ça. C'est ce qui s'est passé pendant 5 ans, à votre avis? Ça se passe à chaque élection de la même façon. On fait porter à un homme la responsabilité du fonctionnement d'un pays. Il n'empêche que le candidat, enfin pour parler du précédent président qui était Monsieur Hollande, il avait défini sa politique extrêmement clairement dans des discours, qui lui ont été ensuite reprochés, parce qu'il avait vraiment dit tout ce qu'il ferait, enfin tout ce qu'il voulait faire. Comme à chaque élection présidentielle, chaque président s'engage sur un certain nombre de mesures qu'il ne peut jamais mettre en application durant son mandat. Vous pouvez chercher, pendant toutes les mandatures, il n'y a pas un président qui a réussi à tenir toutes ses promesses. On va parler maintenant de l'éducation nationale aussi, reparler à nouveau de l'éducation nationale qui vous est proche, puisque vous étiez enseignante pendant longtemps d'ailleurs. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Pour l'éducation, donc nous avons eu comme ministre de l'Éducation Madame Najat Vallaud-Belkacem. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a réalisé, de ses échecs ou de ses réussites? Alors moi, j'ai vraiment trouvé dans cette ministre-là ce que je cherchais dans un ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire qu'elle a axé son action vers ceux qui avaient donc le plus de difficultés, puisque l'idée quand même dans l'éducation nationale, c'est de réduire les inégalités. C'est réduire les inégalités et former les jeunes à la vie en société. C'est pas uniquement une transmission de savoir. On lui a reproché en particulier, ça c'était une chose très particulière, la réforme de l'orthographe. Alors, j'étais très surprise aussi donc, en regardant l'émission de Ruquier avec une journaliste quand même. On n'est pas couché. Oui, dans On n'est pas couché, oui. Avec Valérie Burgraff et Yann Moix, qui interviewait Najat Vallaud-Belkacem, et donc Valérie Burgraff qui lui reprochait la réforme de l'orthographe en expliquant que sa fille, à l'école, faisait des dictées où on lui laissait la possibilité d'écrire certains mots de différentes façons. Voilà. Et donc phonétiquement presque. C'est ça. Ce que Najat Vallaud-Belkacem a complètement démenti et elle s'est montrée étonnée justement qu'une journaliste relaie ce type d'information qu'on appelle une fake news, puisque le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas réformer l'orthographe, c'est l'Académie qui en a la responsabilité. L'Académie décide des mots qui sont dans le dictionnaire, mais est-ce que le ministère ne peut pas poser une question sur un mot en demandant justement à l'Académie ce qu'elle en pense? Non, c'est l'Académie, c'est dans le sens inverse, c'est l'Académie qui propose des nouveaux mots. Voilà, des modifications dans les orthographes, des nouveaux mots, voilà. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et il y avait aussi cette fameuse théorie du genre. Est-ce qu'elle a été pour, contre? Est-ce qu'elle a essayé des choses qui n'ont pas, elles aussi, été comprises? Que pensez-vous de ça? Alors, de façon générale, sur ce quinquennat, je pense que le point faible a été la communication. Il y a eu beaucoup de lois positives qui sont passées à la trappe au niveau communication parce que elles n'ont pas été relayées
par les médias, elles n'ont pas été expliquées par le gouvernement, en tout cas pas suffisamment. Et il y a beaucoup de bonnes choses. On oublie de parler de la prime d'activité qui est un peu les prémices du revenu universel, qui est une loi qui est passée en 2016 et qui permet à toutes les personnes qui travaillent de recevoir un complément de revenu qui permet d'atteindre un revenu plus décent et qui a eu beaucoup de succès puisqu'il y a eu plusieurs millions de personnes qui ont eu droit à cette prime d'activité, donc il fallait quand même demander, il n'y avait rien d'automatique. Et il y a encore au moins 25% de gens qui auraient droit à cette prime qui n'en ont toujours pas fait la demande. Ils se sont pas manifestés? Non. Alors que là, le procédé est très simple puisqu'on peut, dans un premier temps, aller faire une simulation sur Internet, sur le site de la CAF, qui va vous dire si vous avez droit... La caisse d'allocation familiale. Tout à fait. Qui vous dira si vous avez droit ou pas à cette allocation et ensuite faire le dossier, ce qui est vraiment d'une simplicité extrême. Mais il y a encore donc un nombre important de non-demandes, qui est le cas aussi du RSA. Et donc il y a un certain nombre d'aides qui ne sont pas demandées par les... Redites ce qu'est le RSA. Revenu de solidarité active. Le RSA est destiné à toutes ces personnes qui en ont besoin et qui ont beaucoup de difficultés à vivre sans. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes rentrés, Nadia Favry, dans l'ère de la communication. Et c'est un petit peu, voilà, le petit bémol que je mettrais donc au quinquennat précédent, c'est le manque de communication, puisqu'il y a eu beaucoup de bonnes mesures qui n'ont pas été mises en avant. Et effectivement, nous sommes dans l'ère de la communication parce que il faut faire, mais il faut aussi faire savoir. Donc, on peut appliquer ça à votre campagne. Il faut que, dans cette ère de communication, vous vous fassiez connaître. Peut-être n'êtes-vous pas assez connu encore. Il faut que vous fassiez connaître votre projet. À ce propos, qu'est-ce que vous proposez à vos concitoyens si vous êtes élu? Alors, c'est vrai que je ne suis pas assez connue pour que les gens puissent juger de la personne. En tout cas, jusqu'ici, je faisais sans faire savoir, mais aujourd'hui, dans une élection, effectivement, il faut faire savoir ce que l'on fait. Donc, comme je vous l'ai présenté précédemment, donc je me suis beaucoup investie au niveau associatif dans les associations de parents d'élèves pour mes enfants, mais j'ai aussi tout un tas d'associations auprès desquelles je m'engage. Tout un tas. Eh ben, dites-moi. Allez, dites-nous ça. Alors, je ne pourrais pas toutes vous les citer, mais ce que je peux dire, c'est par exemple ce dont je peux vous parler, c'est des associations comme la Fondation Nicolas Hulot, la Fondation... Alors, vous devez être contente de le voir dans le gouvernement. Je suis ravie, surprise, mais ravie. C'est vraiment le seul ministre, je pense, qui pourrait changer la donne. Après, j'espère qu'on lui donnera les moyens de le faire. A priori, quelqu'un qui demande Nicolas Hulot dans son gouvernement ce qu'a fait Édouard Philippe, c'est pour lui donner quelques possibilités de mener son projet. Je peux l'imaginer, je le souhaite. Maintenant, dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron, il n'y avait pas trace d'écologie. D'où votre surprise. D'où ma surprise. Donc, en dehors de la Fondation Nicolas Hulot, dont je m'investis également à la Fondation des femmes, à l'Observatoire des inégalités, donc ça c'est une association nationale, au Restaurant du Cœur,
je suis mécène au Louvre, donc la palette est large et je n'ai pas envie non plus d'étaler toutes les associations dans lesquelles je m'engage, mais vous êtes très éclectique en la matière. Éclectique, mais toujours avec l'idée que l'homme est au milieu de tout ça et que on est effectivement en tant qu'humain diverses. Et donc c'est pour répondre à cette diversité également que je m'engage dans différents mouvements. Je pose souvent cette question aux candidats. Bien sûr, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs commissions qui sont proposées aux députés. Quelle est la commission qui vous intéresserait particulièrement, ou les commissions d'ailleurs? Alors en priorité, une commission qui serait dédiée à l'égalité homme-femme et à la réduction des inégalités, puisque c'est quand même mon cheval de bataille. Très bien. Votre investissement sur votre deuxième circonscription, il y a beaucoup de petites communes et de petits villages qui certainement sont en attente de votre visite. Comment vous allez faire votre campagne? Alors déjà, je voudrais dire qu'au niveau des campagnes, je connais bien les problèmes qui sont liés au fait de l'isolement, liés au fait d'être dans la campagne. J'ai habité donc 10 ans sur Sainte-Gemme, donc qui est une petite commune proche de Dreux, et plutôt dans mon enfance, j'ai habité près de 10 ans dans une ferme, donc une exploitation maraîchère, donc on avait des vaches laitières. On avait un petit peu d'élevage aussi. Ah, les vaches, c'est mon animal favori. Je trouve que c'est super. Moi aussi, j'ai vécu dans une ferme toute mon enfance et je dois dire que je trouve ça... elles sont très belles. Regardez les salaires. C'est quand même extraordinaire, ces vaches. Mais toutes les vaches sont belles. Elles ont des yeux bordés de cils, de longs cils. C'est tout à fait extraordinaire. Alors donc, vous êtes très... Alors, je suis proche, voilà, de la campagne parce que j'y ai vécu vraiment. Et vous la connaissez bien. Vous connaissez bien les agriculteurs, je la connais bien. Les éleveurs. Voilà, donc moi quand j'allais à l'école, c'était à pied et donc on avait au moins 2 kilomètres à faire pour aller à l'école. Donc tous ces problèmes de transport, d'isolement, etc. Je les connais bien. Alors comment je vais faire ma campagne? Donc c'est vrai que je vais traverser ces villages pour me présenter, mais en même temps je suis pas sûre que j'arriverai à conquérir les cœurs des ruraux. Vous avez déjà conquis le cœur de votre suppléant, Benjamin Soulard, qui est agriculteur bio. Tout à fait. C'est une vraie joie de l'avoir à mes côtés, car ça correspond à mon projet. Un agriculteur bio, c'est-à-dire qui s'engage dans le fait de bien nourrir les gens à qui il vend ses produits. Moi-même, j'ai vendu sur les marchés les produits qui étaient de la ferme, de l'exploitation maraîchère. Donc, avoir Benjamin à mes côtés est une vraie joie, une vraie richesse, et j'espère que ça parlera aux gens qui sont dans les campagnes, qui leur montrera en fait mon intérêt pour les zones rurales, et pas un intérêt de principe, puisque c'est vraiment un intérêt de cœur. Il est agriculteur au Boulay-Mivois. À Fonville exactement, et voilà, il a également un rucher, des poules. D'où l'intérêt pour le bio. Parce que ces pauvres abeilles, elles sont très menacées par tous les pesticides. Alors, il y a beaucoup de difficultés pour les conserver actuellement, les abeilles. Alors les abeilles, on a l'impression que c'est un problème mineur et c'est un problème majeur. Il faut savoir que les abeilles sont les vecteurs de la pollinisation aussi. C'est ça. Et donc, il y a des fruits qui fonctionnent uniquement à la pollinisation. Pas d'abeilles, pas de fruits. Elles sont peut-être pas en voie de disparition, mais elles sont détruites en masse par l'utilisation justement de ces pesticides, qui sont un vrai problème dans notre secteur, comme vous le savez. Et c'est mon combat également, justement, de soutenir la transition des agriculteurs vers le bio, parce que on met beaucoup de culpabilité sur les agriculteurs. En même temps, il faut savoir que pour qu'une terre passe au bio, il faut plusieurs années de non-utilisation de cette terre pour qu'elle retrouve. On doit d'abord passer en jachère. C'est ça.
Et donc pendant ce temps-là, l'agriculteur il vit de quoi? Donc il faut accompagner financièrement et aider à la transition vers le bio. Mais il faut vraiment, c'est un projet politique, il faut soutenir les agriculteurs qui veulent passer par le bio. C'est aussi une source d'emploi parce que le bio, les agriculteurs bio fonctionnent avec davantage de main-d'œuvre. C'est un autre type d'agriculture. C'est pas l'agriculture intensive qui abîme les terres, qui les assèche, et qui pose peut-être aussi un problème aux nappes phréatiques. Voilà, c'est ça. C'est une pollution de plusieurs sortes. L'agriculteur bio, il n'abîme pas la terre, il n'abîme pas les nappes phréatiques et il produit de la nourriture saine pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc là, par exemple, on a une loi qui est passée qui oblige, les restaurations collectives à 20% de bio ou circuit court. La région, à partir du 1er septembre, va demander à ce que ça passe à 20% en bio. Le problème que ça pose, là, la volonté politique est là, c'est qu'il n'y a pas forcément d'organisation au niveau des agriculteurs pour se regrouper et permettre de répondre à un appel d'offres important. Le regroupement est indispensable de toute façon. Indispensable, nécessaire, obligatoire si les agriculteurs bio veulent répondre à la demande qui va être justement importante avec la restauration collective. Et pas qu'avec ça, parce que je pense que les gens sont de plus en plus demandeurs de cette forme de nourriture et le bio explose finalement. Oui et non, c'est-à-dire que la demande, effectivement, vous avez raison, elle est là. Ça reste malgré tout pas la source d'alimentation principale. Une question de prix ? Déjà, pour l'instant, le bio est au moins 30% plus cher que la nourriture traditionnelle. Et beaucoup de main-d'œuvre aussi. J'ai vu, encore à la télévision, que je regarde beaucoup, un agriculteur qui arrachait l'herbe à la main, à plat ventre, entre les ceps de vigne. Et c'était très impressionnant. C'est vraiment un gros boulot, quoi. Alors, ça s'explique par effectivement le coût de la main-d'œuvre, mais pas seulement. C'est-à-dire que tant que ça reste malgré tout marginal, l'effet de masse n'a pas d'action sur le prix. C'est-à-dire que pour l'instant, comme ça se fait encore en petite quantité, on ne peut pas proposer des prix intéressants. Maintenant, il faut aussi se poser la question du prix et aussi du niveau de vie de l'agriculteur, parce qu'il faut derrière tout ça que les agriculteurs puissent vivre de leur activité. Il y a des exploitations qui disparaissent toutes les semaines, environ 200 par semaine. 200 exploitations par semaine. Par semaine, qui montrent qu'en fait, les agriculteurs, en tout cas une partie, ne peut plus vivre de son activité. Et donc nous, consommateurs, je comprends qu'on ait aussi la volonté de se nourrir sans que ça nous coûte trop cher. En même temps, il faut payer le prix financière, bien sûr. Oui, il faut aussi que l'agriculteur puisse vivre de son travail. Et ça, je pense que les Français peuvent l'entendre. Mais c'est vrai que pour l'instant, la différence est encore trop importante pour le consommateur qui trouve des carottes à 99 centimes en hypermarché, ce que ne propose pas évidemment l'agriculteur bio. Nadia Favry, merci d'être venue dans ces studios de Radio Grand Ciel à Dreux. Je vous retrouverai, chers auditeurs, avec d'autres émissions de l'Écho de ma commune et d'autres candidats aux législatives. Marie-France Guimard-Roche était très heureuse de passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Roland Richard enregistrait cette émission. Madame Favry, au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup. Merci à vous.